Chers amis internautes, bonjour et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo, ce rendez-vous média qui est consacré au décryptage des actualités de la semaine. Il est des tournants de l'histoire qui forgent le destin d'une nation et inscrivent son peuple dans le sillage indélébile de la démocratie. En février 1990, la Conférence nationale des forces vives du Bénin, portée par une volonté inébranlable de refondation, brisa les chaînes du parti unique et ouvrit l'ère du renouveau démocratique. 35 ans plus tard, alors que le temps a éprouvé les institutions et mis à l'épreuve les idéaux, résultant de ces assises tenues du 19 au 28 février 1990 au PLM Alédio, il est légitime de s'interroger. Les acquis de cette révolution pacifique ont-ils résisté au tumulte du temps et aux exigences du progrès? Avons-nous honoré l'héritage des pionniers ou trahi l'espérance d'un peuple? Ce matin, autour de ce plateau, chers amis internautes, intellectuels, acteurs politiques et témoins de cette épopée historique sont réunis pour dresser le bilan entre héritage préservé et défis renouvelés. D'un instant à l'autre, nous aurons à convoquer l'histoire, à scruter le présent et à questionner l'avenir. Avec moi, déjà installé en plateau, Guillaume Atibé, ancien syndicaliste, acteur de la Conférence nationale des forces vives de février 1990, Fernando Ressou, journaliste, géographe, historien, et Médéric François Gongo, journaliste, chroniqueur politique. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente dans les villes de Cotonou, Dahomey-Calavi et de Parakou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Abomey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Fernando Ressou, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste, géographe, historien. Bonjour à vous, Guillaume Atibé. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous honorer et d'être désormais des nôtres sur Info Hebdo. Merci. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes ancien syndicaliste, acteur de la Conférence nationale des forces vives. Et le troisième invité, qui était l'un des plus habitués, qui a disparu pendant un moment, Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour, Kader. Bonjour à bien. Ça fait un sacré bail par ici. Le plaisir renouvelé toujours. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur politique. Alors, je vais commencer par l'historien, notamment Fernando Ressou. On parle de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. Pour ceux qui sont nés après 90 ou même en 2000, qui vont suivre cette émission sûrement, puisqu'on parle politique, on parle de la gestion de la cité, qu'est-ce qu'on peut retenir de façon sommaire et expéditive? De façon sommaire et expéditive, dites-vous, je n'oserais pas parler de la conférence nationale de façon expéditive. De façon expéditive. Voilà, je savais que ce mot allait vous irriter. Voilà. Mais je vais vous dire que ça a été le tournant de la vie politique, sociologique et économique d'un pays comme le Bénin, qui était vomi par le monde capitaliste, qui était accueilli dans le monde socialiste et qui faisait partie des pays non alignés, des pays en voie de développement, disait-on, mais qui ont décidé de se mettre ensemble pour combattre leur ennemi commun que constitue l'impérialisme. Mais l'impérialisme, vous le savez,
ne fait de cadeau à personne. Résultat, est-ce que vous pouvez imaginer, vous avez parlé de ceux qui sont nés dans les années 2000, au début des années 2000. Il ne peut vous pas imaginer que dans un pays, les fonctionnaires peuvent rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans salaire. Je dis sans salaire. Et que des gens tombaient en syncope jusqu'à ce que mort s'en suive parce qu'ils vont au guichet et on leur dit votre salaire n'est pas viré. Vous imaginez ça? Et c'est dans ces conditions que le pays a trouvé. Mais je dis, c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Hein. On avait eu un chef d'État militaire qui tenait le pays avec des serres de rapaces, mais qui est rentré en lui-même. Parce que le jour où on a lapidé Mathieu Kérékou, il suffisait qu'il donne le top et on aurait assisté à un massacre effroyable. Ah, massacre effroyable. Il ne l'a pas fait. Oui. Et c'est là le déclic. On a osé me jeter la pierre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le résultat, c'est quoi? Certains intellectuels béninois ont mené une démarche et le chef de l'État d'alors a accédé à cette démarche. Je veux parler de Robert Dossou et du professeur Arwansou. On ne peut pas ne pas parler de ces deux hommes-là, mais aussi et surtout de ce que le général Mathieu Kérékou lui-même, en son âme et conscience, se posait des questions. Parce qu'il y a une chanson emblématique de Sabor Antanialou que nous négligeons. Mais c'est une chanson, il faut revisiter ça. Laquelle? La chanson dans laquelle il faisait allusion, il a chanté la Conférence nationale. Oui. Et il disait que le chef de l'État était allé présider, comme à son habitude, une finale de la Coupe de l'Indépendance. Le stade de l'Amitié était plein comme un œuf. Et il regardait les jeunes, ceux qui jouaient sur le terrain et ceux qui s'agitaient dans les tribunes. Et il se pose la question de savoir quel avenir laisser à toute cette jeunesse dans un contexte où, pour payer les salaires, il avait des problèmes. Merci à vous. Et oui, l'idée d'une conférence nationale lui est arrivée à partir de cet instant. Donc, lorsque Robert Dossou et le professeur Arwansou René sont allés le voir, ils sont allés défoncer une porte déjà ouverte. Guillaume Atigbe, vous avez suivi à l'instant le rappel des faits qu'a effectué Fernando Ressou. Est-ce que vous avez quelques rappels aussi à y ajouter? Bon, rappel à ajouter, je pense que il a décrit assez la situation. Mais ce qui est arrivé, c'est une conjugaison de forces. Vous, en tant que témoin, qu'est-ce que vous avez noté? Non. Même ce dont il a fait allusion, par exemple, l'intervention le rôle de Robert Dossou et du professeur Arwansou, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Oui. Ouais. C'est un peu la partie visible. C'est des universitaires. Je voudrais évoquer la situation jouée par l'ensemble des universitaires. Enfin, l'Université nationale du Bénin a joué un rôle très important à l'époque, quand il faut parler de ces deux personnalités. Il y a eu, n'oubliez pas, le colloque qui a été organisé par l'université sur les défis démocratiques au collège Père-au-Pied, avec le syndicat SNES, le syndicat des professeurs de l'université. Tout est un peu parti de là. Ça a été un cercle de réflexion où tous ceux qui pensaient un peu à un changement
les différentes catégories socio-professionnelles, les religieux, les syndicats et autres, tout le monde s'est retrouvé à cette conférence-là. Et je dirais que beaucoup de choses sont parties de là. Parce que dans le pays... Vous voulez parler du colloque. Du colloque. Organisé par le syndicat national de l'enseignement supérieur. Oui, voilà. oui. Tout cela a servi quand même de tremplin à ces deux universitaires, Maître Dosso et Amansou, dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Donc, et puis le clergé, le rôle joué par le clergé. C'était quoi son rôle? Hein? Rappelez-nous son rôle. Ah non! Un rôle tampon, d'apaisement. C'est-à-dire que réunir toutes les forces, apaiser les forces, parce que le clergé était des deux côtés pratiquement. Hein? Et il fallait ça, parce que la tension était telle dans le pays, comme on l'a décrit Fernando Ressou. Il y avait, on n'arrivait plus à payer les salaires, il y avait la banqueroute totale pour essayer de payer peut-être moitié salaire. On est arrivé même à ne payer que la moitié des salaires. Dans ce pays, le régime militaro-marxiste était obligé d'aller voir au niveau des sociétés où ça marchait encore un peu pour aller faire des ponctions sur les budgets et payer les travailleurs. Mais ça n'a pas marché jusqu'au bout. Et sur cette lancée-là, n'oublions pas, par exemple, certains collègues aînés, l'arrestation, par exemple, de Ibrahima Zakari, qu'on a mis au PLM, tout ça, et qui était même à un moment donné déclaré mort, des trucs comme ça. Parce que on est allé prélever 2 milliards de francs CFA à l'OPT pour payer les fonctionnaires, sans que le conseil d'administration ne se prononce, sans que rien ne se fasse. Et il a protesté en tant que secrétaire général du syndicat. Il a été arrêté et envoyé au PLM à Lédio. Donc, tout ça, ça a servi vraiment de tremplin. De tremplin pour convoquer les assises. Absolument. Médéric François Hugo aussi, plongez-nous aussi dans l'histoire. Vous étiez où? Deux points préliminaires. Avant de démarrer cette émission, je tiens à rendre hommage à la mémoire de certains Béninois avec qui on avait commencé en 1984 les mouvements scolaires et estudiantins. Je veux parler de Pafé Akacha, je veux parler de Tobadja, je veux parler de tous ceux-là qui, Baparapé et autres, qui ont été arrêtés, emprisonnés, torturés et qui nous ont, par leur endurance, par leur tolérance, après enseigné l'acceptation de l'autre. Deuxièmement, il est à savoir qu'un peuple sans histoire est un peuple sans avenir. Parce que n'importe qui survient dans le présent prétend être le meilleur des meilleurs, même s'il est le plus médiocre de tous, se barde des accointances circonstancielles pour s'ériger en donneur de leçons et en pseudo-démocrate. Ces deux points éliminés, je tiens à vous dire que nous étions à la tête du mouvement des scolaires. Nous étions au CEG Saint-Rita, nous avions organisé ce mouvement avec des témoins qui existent. Je veux parler de Louis-Philippe Mouléon, je veux parler de Léon Ada, je veux parler de Lambert Agblor, je veux parler d'Assi, le procureur, je veux parler de Toto, Benjamin, je veux parler de Clément Adonon, je veux parler de Justine Akapo, si elle est en Allemagne, elle devrait nous suivre. Nous avions été obligés pour refuser d'assister à l'année blanche, pour refuser que nos parents continuent de souffrir, pour refuser de voir des enseignants aller voler le haricot tout chaud sur le feu, refuser de subir
nous avons décidé de prendre nos destinées en main. Nous avons été obligés d'affronter l'équipe du professeur Sylvain Aniquin, qui était d'EDEPS, et l'autre commissaire qui était décédé en ce moment où nous avions fait le mouvement. Nous avions eu en nous la fibre patriotique. Nous avions bravé la mort, nous avons bravé tous les risques, parce que lorsque nous avions démarré le grand mouvement à Cotonou, à Porto-Novo, il y avait les Haruna, paix à son âme. Certains ont démarré à Abomey, d'autres à Parakou. Lorsque nous avions démarré le mouvement, nous avions été arrêtés d'abord par une première équipe de militaires devant la Maison du Peuple de Cotonou 5. Difficilement, nous avons pu traverser cette étape et nous nous sommes dirigés vers la direction de l'enseignement qui se retrouvait à Plakodji. Chemin faisant, les collègues de Zobo, du lycée technique de Dantokpa et autres nous ont rejoints. C'est pour dire, Oui, c'est pour dire. Qu'il y avait eu une fibre patriotique. C'est pour dire qu'il y avait Elle a disparu aujourd'hui. C'est pour dire qu'il y avait des causes internes. La crise économique, mais également il y avait l'événement de la chute du mur de Berlin qui a presque accéléré le mouvement. Il y avait également la table ronde de Versailles où on a vu le président Séverin Adjovi faire des propositions au général Mathieu Kérékou qui était un homme de cœur. Parce que nous avions eu escaladé le mur de l'église Saint-Michel pour rejoindre le groupe qui descendait du pont et nous étions, quoi qu'on dise, parmi ceux qui ont lancé des pierres. Mais nous avons eu ce que nous voulions à ce moment, la tenue de la conférence nationale des forces vives, où, indépendamment des partis, nonobstant les appartenances de l'intérieur comme de l'extérieur, les corps constitués de la nation, comme un seul homme, dans un sursaut collectif, se sont retrouvés, chacun abandonnant ses intérêts individuels pour le triomphe de l'intérêt collectif. C'était ça. Oui, c'était ça. Pour conclure, C'était ça. Pour conclure, Médéric, Pour François. conclure, c'est pour vous dire Oui. que la base de la démocratie libérale, telle que nous la vivons aujourd'hui, trouve sa racine. La racine se trouve dans la conférence nationale. Les grandes conclusions de la conférence nationale. Mais malheureusement, pour finir, nous avons comme l'impression que non seulement on a fini avec les lieux de la tenue de la conférence nationale, mais on joue à remettre en cause les acquis de la conférence nationale, ce qui nous amène à voir certains, à tort, par ignorance, dire que la conférence nationale aurait été une erreur de l'histoire. Alors, Fernando Ressou, parlons de la conférence nationale. Non, je voudrais, avant que vous ne posiez votre question, oui. Je voudrais qu'on recentre le débat. Vous savez, tout à l'heure, l'intervention du doyen Atibé et moi, on a résumé. Lorsqu'on a parlé de l'incapacité de l'État à payer les salaires, il a ajouté, en utilisant un mot très fort que j'ai appuyé, la banqueroute totale. Ça résume tout. Vous voyez, un pays qui se retrouve dans cette situation, le rouge est partout. Oui. De l'extérieur, le Bénin était mal vu par les exilés politiques, ne l'oublions pas. Des gens qui ont été condamnés plusieurs fois à mort, qui malheureusement n'ont pas été exécutés, qui après sont rentrés à la faveur de la conférence nationale. À l'intérieur, il a parlé du mouvement des scolaires, le PCD, qui difficilement a admis de changer de sigle. Même lorsqu'on était passé au Bénin, le PCD continuait de s'appeler PCD avec tout ce qu'ils ont eu à faire. Les religieux, les syndicats étaient terriblement accrochés à leur indépendance. Lorsqu'on met tout ça là ensemble, je dis, la situation était suffisamment mûre pour convoquer des assises et la conférence nationale avait été la bienvenue grâce à l'idée ou à l'esprit de magnanimité et d'acceptation d'un certain Mathieu
Kérékou. Alors, Fernando Resso, très rapidement, dites-nous, quel est l'héritage de la conférence nationale? Vous savez, l'héritage de la conférence nationale, je résume ça, on peut tout dire, c'est le consensus. C'est le consensus pour vous. Guillaume Atigbe, pour vous? Parce que le consensus a valeur constitutionnelle. Là, on va en reparler. On va en On reparler. va en reparler vraiment. Oui, pour vous, quel est l'héritage de la conférence nationale des forces vives de février 90? Pour avoir vécu en ce temps-là, et puis on est encore là aujourd'hui, c'est une partie des libertés retrouvées. Une partie des libertés retrouvées. Oui. En d'autres termes? Non, en d'autres termes, aujourd'hui, quand on a quelque chose, généralement, on ne se rend pas compte de ce que cela représente. Nous critiquons beaucoup de choses aujourd'hui. Nous trouvons que la liberté n'existe plus. Non, il faut avoir deux choses pour comparer. Ce qu'on a vécu à l'époque et ce qu'on vit aujourd'hui. Je pense que quoi qu'on dise, il y a eu progrès. Il y a eu progrès. Il y a eu progrès. Quoi qu'on dise. Je vais revenir par rapport au progrès. Très rapidement aussi, Médéric François Gogo, dites-nous aussi, c'est la même question. Pour vous, quel est l'héritage de la conférence nationale des forces vives de février 90? L'héritage, tout juste après la conférence, c'était le retour au vivre ensemble. Pour vous, le retour au vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble est compromis aujourd'hui. Ce vivre ensemble est compromis aujourd'hui. Vous allez argumenter dans un instant. Vous avez estimé que l'héritage, c'est le consensus à valeur constitutionnelle. Pourquoi, selon vous, c'était le consensus? Vous savez, le Bénin, la République du Dahomey, devenue République populaire du Bénin, puis République du Bénin, était sous les projecteurs du monde entier. Les gens ont été surpris de ce que le gouvernement du général Mathieu Kérékou ait décidé en toute responsabilité et en toute connaissance de cause de remettre en cause l'option marxiste-léniniste. Vous me suivez? Oui, allez-y. C'était incroyable. Ensuite, oser convoquer une conférence nationale. C'était de l'inédit. Mais depuis là, toutes les nations africaines et du monde qui ont tenté d'imiter le Bénin, dites-moi, ça a abouti à quoi? Parce que ce que les autres n'avaient pas compris, c'est que dans le cas du Bénin, quelqu'un qui a été condamné à mort a accepté de rentrer au pays et de s'asseoir à côté de quelqu'un qui l'a condamné à mort. À mort. Une question. Quelqu'un qui a été évincé du pouvoir, donc qui a subi un coup d'État, a accepté de s'asseoir à côté de quelqu'un qui lui avait fait un coup d'État. Vous me suivez? Et tout le monde a accepté de s'asseoir et de se parler. Est-ce que ce principe de consensus à valeur constitutionnelle est toujours valable aujourd'hui, en 2025? Vous voulez que je vous réponde du fond du cœur? Oui. Ça a explosé depuis. Ça a explosé depuis. Alors, Guillaume a dit que tout à l'heure, vous avez estimé que ce sont les libertés qui ont été retrouvées à l'issue des assises de 90. Non, je n'ai pas dit que les libertés ont été retrouvées. Intégralement, non. Mais j'ai dit qu'il y a eu une partie. Il y a une évolution. Une évolution, ok. Il y a eu une évolution. Vous savez, ce qui doit être fait pour renforcer un certain nombre de décisions prises à la conférence nationale, nous ne l'avons pas fait. On a laissé des choses très importantes de côté. Par exemple, la question de l'éducation du citoyen, qui peut passer par la réforme
du système éducatif, par un certain nombre de mesures pour préparer les citoyens, un citoyen de type nouveau, à partir de la conférence nationale. Notre justice, pour moi, la justice est fondamentale. Il n'y a pas eu tellement de progrès concernant un certain nombre de points que nous devrions prendre vraiment en compte pour asseoir vraiment la démocratie comme cela se doit. Donc, si on critique un certain nombre de choses par rapport aux libertés retrouvées, c'est parce que l'accompagnement qu'il doit avoir pour asseoir effectivement un certain nombre de décisions ou les acquis que nous avons à partir de la conférence nationale, ces dispositions ne sont pas prises. Et malheureusement, l'argent continue de jouer un rôle important dans notre système. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est celui qui a l'argent qui décide. Donc, il faut craindre celui qui a l'argent en politique. Non, faisons tout. Est-ce qu'il faut pour que l'argent dans l'arène politique celui qui a l'argent? Hein? Est-ce qu'il faut craindre dans l'arène politique celui qui a l'argent? Non, ce n'est pas celui qui a l'argent qu'il faut craindre, mais c'est ce qui est fait. Mais est-ce que ce qui est fait n'amène pas à ce que l'on craigne celui qui a l'argent en politique? Oui, bon, on peut être sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes. Être méfiant. Être méfiant. Hein? On doit pouvoir être méfiant. Parce que oui, tout le débat qui se mène aujourd'hui, hein, il y a des concitoyens décrottables, hein, qui ne veulent pas laisser l'ancien système qui prévalait. Tout le problème est là aujourd'hui. L'ancien système, c'était... Ça dit où c'est... l'argent est roi. L'argent est roi. Est-ce que vous êtes de ceux... est-ce que vous confortez ceux qui pensent que la conférence nationale a beaucoup plus résolu les problèmes d'ordre... à contenter les intrigues politiques que penser développer le pays? Vous savez, la conférence nationale a été convoquée à un moment donné et avec les problèmes qui existaient en ces temps-ci-là. Et des solutions étaient trouvées à bon nombre de ces problèmes-là. Mais le monde évolue. Ça fait 35 ans qu'on a connu ces problèmes. Et aujourd'hui, les problèmes ne sont plus les mêmes. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une remise à jour. Une remise à jour. Médéric François Ngongo, vous avez parlé tout à l'heure du vivre ensemble. Le vivre ensemble, aujourd'hui, il a quoi au Bénin? Oui, avant que de venir sur exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à l'analyse, on a comme l'impression que ceux qui ont beaucoup plus milité pour la tenue de la conférence nationale n'ont pas été ceux qui ont été pris en compte dans l'exercice du pouvoir tout juste au lendemain. Nous avions eu beaucoup d'amis qui étaient communistes, déclarés. Ils nous faisaient même des griefs, ils nous traitaient d'être avec le régime et de vouloir régimiste et de vouloir utiliser la méthode douce. Eux, ils étaient pour l'insurrection générale. Populaire. Voilà. Ce qui les avait amenés à ne pas accepter, aller s'asseoir avec ceux qui, pour une raison ou une autre, ont été exilés pendant que eux et nous étions restés sur le territoire pour lutter et affronter le régime du PRPB. J'avais voulu partir de 84, parce que 89, c'est ce qu'on a vu. Mais de 84 à 89, il y a eu beaucoup de luttes. Mais on a méconnu ces luttes. On n'a pas voulu discuter avec le PCD, ne serait-ce que pour avoir certains de leurs représentants à la conférence nationale. Et les crises entre les anciens mouvements de jeunes, le Rajemo, la Ligue, la FEANF et peut-être le FACEN, ont dété un peu sur le mécanisme de convocation, sur la participation et par extension
sur la mise en œuvre des conclusions de la conférence nationale. Comme l'a dit tout à l'heure, un historien partisan de premier rang, ceux que tout opposait arrivaient ont pu réussir à se voir à la conférence nationale. Tu m'as condamné, tu m'as exilé. Par ce biais, j'étais obligé d'être à côté de toi. Tu as tenté de faire un coup d'État contre moi. Tu as fait un coup d'État contre moi. Par ce biais, j'étais arrivé m'asseoir à côté de toi. C'était ça, le vivre ensemble. On acceptait l'autre dans sa différence. On acceptait l'autre dans ses idées, même si ses idées étaient à l'antipode de ce que nous pensions. Est-ce que cette acceptation n'était pas une sorte d'ouverture vers l'impunité? Non, il n'y avait pas d'impunité, parce que lorsque on a passé tant de temps à se diviser, et que grâce à la magnanimité d'un homme, grâce au rôle des syndicalistes, des collègues des étudiants, grâce à l'Église, il ne faut pas l'oublier, grâce à l'Église. Parce que nous, nuitamment, on se rendait au niveau du collège, on nous conseillait, on nous donnait des recettes. Bref, toutes les composantes de la nation, lorsqu'il y a un problème majeur, ainsi qu'on le constate dans tous les pays du monde entier, à travers les civilisations et les époques, s'étaient retrouvés et on avait fumé le calumet de la paix. Mais très tôt, oui, les luttes pour la conservation du pouvoir, d'abord pour avoir le pouvoir et pour le conserver, ont triomphé de la logique, de la poursuite, de l'esprit de la conférence nationale. On a vu avec le président du Denis Soglo, on a vu des clans se former. On a vu ceux qui ont été recherchés, le général Mathieu Kérékou, pour lui permettre de refaire 2 mandats. Durant les 2 mandats, on a vu comment ça s'est passé. Et ça nous suit. Aujourd'hui, la justice, elle est ce qu'elle est. Elle est plus étatique que pour le peuple. Aujourd'hui, le libéralisme économique est perverti et vicié. Où le pouvoir, les accointances entre le politique et l'économique ne permettent pas une équité à ce niveau. Aujourd'hui, aujourd'hui, la liberté d'expression et d'association, ces 2 libertés que nous avions eues, que nous avions acquises au prix des luttes et des sacrifices, n'existent que de nom. Ou des jeunes qui sont nés après la conférence nationale. Mais qui sont béninois. Évidemment, évidemment. C'est surtout parce qu'ils sont béninois qui devraient se renseigner pour savoir comment les autres ont lutté pour qu'il y ait la charpente démocratique aujourd'hui. Des jeunes se permettent d'exécuter des ordres, parce que c'est là le problème. Ils vont nous dire qu'ils ont exécuté des ordres. Mais des ordres qui sont contre le vivre ensemble, qui sont contre la légalité des choses. Merci. Il faut avoir le courage François Gongo de ne pas les exécuter, au risque même de se voir chasser de l'administration publique. C'est ça ce qu'on appelle la dignité. La dignité n'existe plus aujourd'hui. Vous le permettez, oui. Le doyen a commencé à faire un développement tout à l'heure quand il parlait de ce coach que nous avons loupé en ne mettant pas l'accent sur l'éducation. Il a si bien fait que je voudrais attirer notre attention sur ce qui a entraîné tout ça. La conférence nationale, je me suis toujours posé la question, et les Béninois se sont toujours posé la question, est-ce que nous avions bien fait en décrétant le multipartisme intégral dans un pays comme le Bénin? Est-ce que nous avions répondez à la question fait? vous-même. C'est oui et c'est non à la fois. Pourquoi? Argumentez. Parce que, avec le multipartisme intégral, l'émiettement associatif du pays sur le plan politique
a engendré justement la puissance de l'argent. Et les gens allaient vers les forces politiques qui avaient l'argent plutôt que d'aller vers les forces politiques qui défendaient des idéaux, qui avaient une philosophie, qui avaient une méthode. À un moment donné, les gens ont compris que si tu n'es pas acteur politique, c'est-à-dire si tu n'es pas président d'un parti politique, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas dans le pays. Exactement. D'où les 200 et quelques partis politiques. Mais 300, plus de 300. Plus de 300. Les gens rassemblaient leurs familles, leurs cousins et leurs tantes. Et le parti est créé. Dans une salle de classe, le parti est créé. Et puis, on embouche la trompette, soit de la délation, soit des dénonciations. Et puis, écoute, tais-toi, viens. Et ça s'arrête. Vous voyez, il a parlé d'éducation. Et j'ai souvent dit que c'est tout le problème de notre pays est à ce niveau. Quand Tony Blair était devenu Premier ministre de la Grande-Bretagne, on lui a posé la question de savoir quelle est sa priorité pour le royaume. Il a dit qu'il a 3 priorités. La première, lui demande-t-on, il dit c'est l'éducation. Votre deuxième priorité, il dit l'éducation. Ah bon? Troisième priorité, il dit c'est encore l'éducation. Quel est le pays de la révolution industrielle? L'Angleterre. Et Tony Blair dit que l'Angleterre a un problème d'éducation. Quid du Bénin? Je me rappelle, j'ai posé cette question au candidat Yahi Boni lorsqu'il a voulu lancer sa campagne en tant que candidat pour devenir président de la République. Je me rappelle que quand je lui ai posé la question, ceux qui étaient dans son staff de campagne m'avaient pris à partie pour dire comment le gars aura 5 ans et je parle d'éducation, quand est-ce qu'il va poser des bases qui vont commencer à produire leurs effets pour qu'il obtienne un deuxième mandat. Dans la salle là, heureusement que le candidat lui-même, en répondant à toutes les questions, est revenu là-dessus. Et le lendemain, quand il était allé sur le campus, puisque j'ai vu des gens qui m'ont dit, ah, le candidat Yahi Boni vous a cité sur le campus. Parce qu'il avait dit, Singapour, on connaissait Singapour, Corée, les dragons de l'Asie là, on les connaissait? Non. Et il a rappelé, quand la Banque mondiale a regroupé tous les pays et leur a demandé quelles sont vos priorités pour qu'on vous finance, au moment où les autres pays parlaient de l'éducation, les Africains parlaient de l'industrialisation. Résultat, oui, c'est l'inverse, le mouvement inverse qui s'impose à nous aujourd'hui. Quand on parle de Singapour, quand on parle de Hong Kong, quand on parle de Corée du Sud, ce sont des pays hyper développés, alors que nous sombrons, nous continuons de sombrer. Nous voulons maintenant revenir pour remettre en place un système éducatif, mais on n'y arrive toujours pas. On n'y arrive toujours pas. Je vous reviens dans un instant. Vous avez évoqué la question du multipartisme intégral. Guillaume Atigoué, Patrice Talon, à son avènement au pouvoir, a dénoncé les affres du multipartisme intégral. Une réforme du système partisan a été opérée, mais on semble que le paradoxe demeure. Oui, je pense que... c'est toujours une question d'éducation au niveau des politiques. Absolument. En optant pour le multipartisme intégral à la conférence nationale, c'est que nous n'avons pas tenu compte des caprices du Béninois. On l'a transformé autrement. On l'a transformé en système d'affaires. D'où la création et la multiplication des partis. Qui sont des clubs électoraux, comme le dirait l'autre. Et puis, bon, ça permet de manger, de boire, comme cela se doit. C'est là où ça nous a conduit. Est-ce que la solution apportée par Patrice Talon est féconde? Non, la solution apportée par Patrice Talon
il faut qu'on aille à ce niveau-là. Seulement que ça doit se faire dans la concertation. Hein? Je pense que... Il n'y a pas eu de concertation avant l'application? Non, c'est ce qui est critiqué aujourd'hui. Hein? C'est ce qui est critiqué aujourd'hui. Parce que les citoyens ou certains politiques pensent que c'est quelque chose qu'on leur impose. Hein? Or, s'il y avait eu une certaine concertation, comme cela se doit, pour qu'on arrive à... Parce qu'on peut arriver au même résultat qu'aujourd'hui. Est-ce que les acteurs politiques béninois ne sont pas totalement en désaccord avec ce système parce qu'il est contre leurs intérêts? Non, c'est les deux. Hein? C'est les deux, ils sont rangés des deux côtés. Hein? Ceux qui se retrouvent dans le système, hein, et qui trouvent solution à leurs problèmes dans le système tel qu'il est. Est-ce qu'il n'y a pas que les soutiens qui se retrouvent véritablement dans ce système? Les soutiens proches? Absolument. Très proches? Absolument, parce que certainement, ils ont contribué à cela. Hein, ils ont contribué à cela. Mais est-ce qu'ils y ont contribué parce qu'ils épousent la vision de Patrice Talon, ou ils y contribuent parce que, bon, ils sont proches de Patrice Talon et bon, voilà la vision du chef, on met en exécution? Non, je ne pense pas trop. Patrice Talon ne peut pas se lever seul et penser une réforme sans avoir quand même des gens de son côté, des soutiens, et penser à une réforme à imposer à tout le pays. La preuve, oui. Patrice Talon n'est pas au Parlement. Il n'est pas là-bas. Mais les choses sont bien prises en compte à ce niveau-là. Hein? Donc, moi, je pense plutôt que, comme l'ont dit les collègues, bon, je n'ai pas voulu trop insister sur le consensus, mais ça revient encore à ce niveau-là. Hein? Il faut toujours chercher le consensus. Pour vous, le consensus, c'est quoi? C'est que tout le monde soit d'accord ou avoir la majorité? Non, le consensus, c'est que la majorité s'entende sur quelque chose. Alors, lorsque c'est la majorité, lorsque c'est la majorité au pouvoir qui s'entend pour une réforme et que la minorité de l'opposition est contre, est-ce qu'il y a consensus selon vous? Non. La majorité qui est au pouvoir doit chercher à ramener dans ses rangs certains qui sont de l'autre côté. Hein? Si c'est seulement entre vous-même qui êtes déjà convaincus. D'où le mercato politique? Bon, c'est vous qui l'appelez mercato, moi. Mais je pense que tout le problème est là. Tout le problème est là. Hein? Parce que c'est pas sûr que ceux qui s'opposent aujourd'hui à ceci ou cela, qui demandent ceci ou cela, ils aient d'autres solutions meilleures. Mais le Béninois, c'est parfois une question de principe, hein, qui amène les gens à protester sur ceci, cela, à revenir sur le consensus qui était quand même le mot-clé à la conférence nationale, et tout ça là, parce que ils ont l'impression que les choses leur tombent là-dessus, hein, alors qu'ils s'entendent le moins à cela. Donc je pense que c'est un peu cela, hein, et il faudrait vraiment qu'on voit ça de près. Bénédicte François Gogo, quelle est votre opinion de l'acteur politique de 90 retrouvé dans la réforme du système partisan de Patrice Talon? Vous savez, pendant la conférence nationale, l'ancien président Jacques Chirac, je crois, était de passage dans les pays africains et il disait que la démocratie de type libéral était un luxe pour les pays africains. Nous avions calqué notre démocratie sur le modèle européen, notamment le modèle français. Les premiers partis qui étaient créés respectaient quelque peu les appartenances idéologiques. Je parle du PSD, du LDL, qui était pour le libéralisme économique. Je parle de NCC, du PSD, qui avait opté beaucoup plus pour la social-démocratie. Mais le tampon qui devrait exister, le PCD, avait été oublié. Non. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, je vais revenir. C'est la seconde fois que vous sortez ça. Non, je vais y revenir. Il faut interroger l'histoire. Oui, je vais y revenir. Tout juste au lendemain, on n'avait pas donné systématiquement au PCD sa licence. Le PCD n'était pas tellement libre, était encore dans la clandestinité. Bon, je vais évoluer dans le débat. Tout est parti. Est juste. Tout est parti. Parce que le doyen a des éléments. Nos amis du PCD ou bien nos frères du PCD se sont arc-boutés
dans une position que personne ne comprenait. Ça, c'était vrai. Même si on les nommait Ils allaient au refuser. gouvernement, Ils allaient refuser. c'est pas ils allaient. Ils refusaient Donc, parce qu'ils ont une Parce logique que personne ok, ne je poursuis mon Leur développement. absence à la conférence Je poursuis mon nationale développement. était fondamentale. C'est Je eux-mêmes sais. qui ont Tout décidé est d'être parti de absents. là. De là. Ah bon. Donc, Tout est c'est parti normal de que là. j'évoque la question. Ah oui, oui. Non, C'est non, normal, non. mais Bon. on ne les a pas Exclus, empêchés. exclus. On ne les a pas exclus parce que tel que vous délibérément. présentez. Ouais, Ok. autant pour moi alors. Oui, allez-y, Donc, Fidèle François Bongo. quand on a eu ces partis politiques, on a eu l'animation de la vie publique qui était de qualité. Le premier parlement qu'on avait eu, c'était un parlement de qualité avec les Jean-Marie Zohou, les Albert Evoedre, des gens qui savaient de quoi ils parlaient et développaient des idées sur la base des philosophies politiques. Contradiction. Contradiction entre les Positive, idées et non au niveau des hommes. Positive. Contradiction entre les idées. On a évolué avec un autre système qui est arrivé, mais malheureusement géré par des gens qui, 90%, qui pour 90% n'ont pas contribué à la tenue de la conférence nationale. N'y ont pas participé, ils n'ont plus pas participé à cette conférence nationale. Systématiquement, qu'est-ce qu'on a eu? Puisque nous n'avons pas lutté pour que la conférence nationale ait lieu, puisque nous n'avons pas participé à la conférence nationale, les décisions ne nous engagent aucunement. Le lieu où la conférence nationale a eu lieu, on l'a oublié. Les idées, les conclusions qui en sont issues ont commencé par être démontées par tous les systèmes politiques qui sont arrivés, bien que ayant parvenu au pouvoir en utilisant les grandes conclusions de la conférence nationale. À l'arrivée du chef de l'État, aujourd'hui, le président Patrice Talon, l'idée n'était pas de créer des partis politiques au début. C'était le bloc de la majorité présidentielle. C'était un courant politique. Parce que c'était indispensable pour lui de créer un courant politique. Sans pour autant donner une connotation philosophique de la gauche, de la droite ou du centre. C'est là où on avait mis, c'était un panier à crabe. On avait mis tous ceux qui voulaient. Et c'était le miel qui contenait le nectar, ou tous ceux qui étaient habitués, les carriéristes, les régimistes, se sont trouvés dans ce creuset. Mais, parce qu'en face, il n'y avait pas de force qui répondent à la mouvance présidentielle, le chef de l'État en était amené à imploser le bloc de la majorité présidentielle en deux structures politiques prétendument assises sur des bases philosophiques, mais mécaniquement constituées de personnes que rien ne mettait ensemble dans le passé et que rien n'unit dans le présent. Vous faites allusion à quoi, à ce passage-là? Non, mais je dis... À un parti politique, à des personnalités politiques. Je politiques? parle de l'UP et du BR. Dans l'UP, quelle personnalité politique vous faites allusion? Non, pas de personnalité. Okay. Mais je suis en train de vous dire que ceux qui sont dedans, ce n'est pas les gens qui ont mené des luttes politiques ensemble, ce n'est pas des gens qui partagent la prééminence. On a Bruno Amoussou, Antoine Nicolas Olé. À l'UP, par exemple, c'était le progressisme. Ils l'ont dit, mais c'est toujours le progressisme. Ils l'ont dit, Oubi et Obi. Mais on a vu dans l'UP beaucoup de personnes qui ont toujours donné une priorité au capital, ce qui est différent de la priorité à donner au social, se retrouver, et vice-versa dans le BR. Donc, ce sont des partis qui ont été créés circonstanciellement pour donner un semblant de pluralité aux élections de 2019. C'est vrai que ce semblant de pluralité a été parachevé par la tenue du dialogue national avec l'officialisation des FCBE qui ont été le prolongement des FCBE du président Boliaï. Aujourd'hui, pour conclure, nous avons des acteurs politiques qui méconnaissent les fondements même de leur parti. Être politicien aujourd'hui, et malheureusement nous l'avons constaté en 2019, ce qui ne s'est jamais passé. Nous avons participé aux élections exclusives où on a désigné des députés, on a limité. Est-ce que ce n'est pas trop poussé ce que je viens. On a limité tant qu'on ne permet pas au peuple d'avoir la liberté de choix. Qui n'a pas permis? Et que sur la base, Qui n'a pas permis? Que sur la base des critères de présélection, certificat de conformité tantôt, quitus fiscal tantôt, etc., on réduit. C'est-à-dire, si vous êtes 10
à vouloir être député, le gouvernement en place, pas des mécanismes qu'on a eu à introduire, sélectionne 3 et ne propose que 3 au peuple. Conséquence, désaffiliation du peuple par rapport à la chose politique, matérialisée par la chute du taux de participation. Je viens. Matérialisée par la chute du taux de participation. C'est ce qui a fait que 2019, 2020, 2021, le taux de participation n'a pas dépassé, et même lorsqu'on arrangeait 20 quelques %. On n'a jamais vu ça au Bénin. Non, merci à vous. Il y a même des élections, les gens vous disent, nous savons déjà ce qu'ils vont choisir. Merci. Je n'y vais pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accuser le chef de l'État de vouloir mettre de l'ordre dans ce brouhaha politique où des associations de développement sont devenues des partis politiques, où des partis politiques ne sont là que pour voter des lois au Parlement, voter le budget, faire élire des députés et participer au partage du gâteau national. Mais le parti politique, c'est la citoyenneté, c'est aiguiser le patriotisme. Donc je crois que le chef de l'État a le mérite de vouloir mettre de l'ordre. Il a fait, mais mal conseillé par des gens qui n'étaient pas à la conférence nationale, des gens qui étaient beaucoup plus omnibulés par leur volonté de dégager certains pour rien en mettre, et on le constate aujourd'hui. Et donc, le chef de l'État a besoin, la philosophie du chef de l'État a besoin d'être recadrée et d'être remembrée. Fernando Cassou, vous avez suivi à l'instant le développement. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez entièrement? Au fond, je ne vais pas opiner sur ce que lui, il a dit. Je vais opiner sur mes constats. J'ai dit tout à l'heure que lorsque la conférence nationale a décrété le multipartisme intégral, vous m'avez demandé si c'est bon ou si c'est mauvais. J'ai dit c'est oui et c'est non. Non, tout à fait. C'est oui parce que on est passé d'un régime parti unique et tout le monde a la possibilité maintenant de créer son parti, etc. Mais comme l'a dit le doyen, c'est sans compter avec l'espièglerie du Béninois. D'où la nécessité de réformer le système partisan. Mais pas réformer pour en arriver à la situation actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous celle qui nous a amenés à aller en compétition électorale avec 2 partis que tout le monde s'entend pour appeler des partis siamois, parce que étant du même père, c'est ça? Du même père et de la même mère. Non, non, quand même. Et s'il vous plaît, Fernando vous n'êtes pas au Bénin. C'est ça? Je suis au Bénin. Très bien. Le BR soutient quelle politique? Ils accompagnent le président Patrice Talon. L'UP. Ils accompagnent le président Patrice Talon. Alors, et les deux-là ont été l'œuvre du pouvoir en place. Tous les autres... Ce ne sont pas les partis politiques qui sont réunis eux-mêmes pour créer des... Vous avez compris ce que j'ai dit. Si vous n'avez pas compris, s'il faut que j'y mette le fond, allez-y, Fernando Cassou. Donc, ça a été ça. Maintenant, moi je dis, je ne m'engage pas dans le débat politique, j'observe et j'opine. Ceux qui se sont fait avoir ne peuvent avoir leurs yeux que pour pleurer. On est d'accord? Puisqu'ils sont là. Ils ont observé. Ils ont même contribué à faire venir le président Patrice Talon. Il y en a qui l'ont combattu, mais d'autres ont été suffisamment agiles pour se retrouver de son côté. Si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de ce qu'il faut payer pour être candidat, je l'avais dénoncé à vos micros, que la monarchie censitaire avait fait partie des raisons pour lesquelles il y a eu la Révolution française. Ensuite, je ne vais jamais comprendre que Achirou, qui est de chez moi, on fait les élections locales, on vote massivement pour lui. Malheureusement, la formation politique à laquelle il appartient n'a pas obtenu les 10% ou les 15% au plan national. Et donc, c'est Médéric
qu'on m'amène pour gérer ma localité, parce qu'on dit que c'est son parti qui est autorisé conformément aux dispositions légales. Vous voyez? Vous voyez déjà que ça pose le problème entre légalité et légitimité. Et lorsqu'on en arrive là, dans un pays, c'est que ça ne va pas. Et si ça ne va pas, il faut que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, s'asseoir pour réfléchir là-dessus et trouver une solution consensuelle. Est-ce que les 10% ou 15% ou même 20% par endroit qui ont été mis ne vous paraissent pas des dispositions pour renforcer le caractère national des partis politiques afin d'empêcher que les gens puissent encore retomber dans les anciens travers? S'il vous plaît. Ça me plaît, votre réponse. Allez n'importe où dans le monde. On dira Pobé, c'est le fief de Achirou. Ouida, c'est le fief de Atiobé. Awaya, c'est le fief de Fernando Khessou. Médéric, ton fief c'est Jaco Tomé. Je suis en train de donner. Donc, ne m'amenez pas, à moins que ce ne soit le pouvoir en place qui nomme les CD. On dit élection. On vote pour quelqu'un de chez nous, pour nous gérer. Et puis après tout, ce qui se passe, il faut qu'on s'en rende compte, qu'on accède à un mécanisme pour corriger. Sinon, ce n'est pas bon, tout simplement. Guillaume Atibé, oui, vous voulez réagir? Oui, donc posez-moi la même question. Allez-y, vous la connaissez déjà la même question. Par rapport au multipartisme intégral, la réforme du système partisan. Je pense que on doit faire un peu attention. Et Patrice Talon a été élu président. Souvent, les élus se plaisent à dire « j'ai été élu sur la base de mon programme », même si le peuple ne sait rien du programme. Parce qu'on sait un peu comment les élections se passent. Donc, il a un mandat et il a le devoir de réaliser un certain nombre de choses au cours de son mandat. Et il faut qu'il se donne les armes pour pouvoir accomplir ce mandat. Je vais venir un peu sur la question des partis politiques. Quand on suit un peu, quand on a vu l'évolution des choses telles que ça s'est passé dans ce pays, je crois qu'au départ, on a fermé la porte à personne. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport aux sensibilités qui existent. Il y a des progressistes, il y a des libéraux, il y a cela, tout ça. Et le Béninois, très intelligent, fait son choix en identifiant là où se trouvent ses intérêts. Donc, dans ces partis, ce n'est pas l'idéologie qui oriente nécessairement les gens, mais c'est sur la base des intérêts, pour la plupart. Alors, la réforme du système partisan devait mettre un terme à cela. En principe. Non, déjà le choix doit vraiment tenir compte de cela. Or, ce n'est pas le cas. Donc, les gens se retrouvent, se rassemblent, et parfois tu es étonné de voir dans le même parti que toi, quelqu'un que tu n'as jamais imaginé qui pouvait se retrouver avec toi. Du point de vue de vos idées. Du point de vue de vos idées. Donc, les gens se mettent ensemble. Qu'il soit progressiste, qu'il soit libéral et autres, c'est une fois mis ensemble que les gens voient un peu comment est-ce que nous allons donner la connotation de parti progressiste ou la connotation d'un parti libéral à notre groupe
ainsi de suite. Ils ne sont pas des libéraux ou des progressistes, pour la plupart, dès le départ. Non, c'est les intérêts qui ont conduit là. Et c'est un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Où maintenant, il y a des tournées de formation dans les localités. Est-ce qu'elles sont efficientes, ces formations-là? Écoutez, comment est-ce qu'on peut former? Non, je crois que ce sont des solutions vraiment à la va-vite. C'est des écoles, les écoles de parti, c'est toute une structure qu'il faut mettre en place. Mais dans les partis politiques, il y a des gens qui sont nommés directeurs de l'école du parti. Ils sont de nom. Écoute, il faut quelqu'un pour diriger. Quand on fait un organigramme, il faut pouvoir l'organigramme. Hein? Bon, ça s'arrête là. On met un responsable, on fait ceci, cela. Et puis, bon, je ne sais pas si c'est une commission qui définit la politique à mettre en place et qui doit être exécutée, ou bien c'est l'imagination même du directeur ou de cela qu'on a nommé, ainsi de suite. Non, on sait un peu comment les choses se passent. Hein? Pourvu que tu ne restes pas les bras croisés, consente que tu animes quelque chose, que tu fais... C'est dans tous les partis politiques dans notre pays. C'est comme ça. Il n'y a pas une vraie structuration pour former le citoyen. D'où la question de l'éducation revient toujours. Hein? Ça revient. Et c'est notre mal, hein? Le problème que nous avons aujourd'hui. Et puis, bon, moi je dis, après analyse, est-ce que ce n'est pas ce que les dirigeants même veulent ça? Parce qu'avoir un peuple conscient de son rôle, de ses responsabilités, ça n'arrange pas toujours. Voilà. Hein? Il vaut mieux les laisser dans leur situation, là où ils sont là, et puis continuer un peu à faire ce qu'on fait d'habitude. Hein? Avant de me retourner vers Médéric François Bongo, je vais vous poser une question précise. Est-ce que pour vous, la réforme du système partisan est un échec? Pas du tout. Je ne pense pas. Pourquoi on a comme l'impression que la tentative... Attends, oui. Non. Tout le problème qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être les dispositions à prendre pour en arriver là qui ont eu quelques faiblesses. Hein? Par rapport à la concertation, par rapport au consensus qu'il faut chercher à avoir. Bon, il y a eu des tentations, il y a eu des réunions, il y a eu ceci, cela, mais je crois que on n'a pas donné un peu le temps au temps, hein, pour vraiment tirer les bonnes conclusions et les mettre en pratique. Et les mettre en pratique. Médéric François Bongo, est-ce qu'on pensait que la réforme du système partisan a été soutenue avec beaucoup d'hypocrisie souriante? Vous savez, il fallait faire la réforme du système partisan pour rationaliser un peu le débat et pour un assainissement de la classe politique. Mais ceux qui avaient la charge d'aider le chef de l'État à faire la réforme du système partisan sont eux-mêmes arrivés au Parlement commun, par nomination et désignation. Pas des partis politiques qui, bien que légalement établis, souffrent d'une légitimité au niveau du peuple constatée par la faiblesse, par la faiblesse du taux de participation, comme je l'ai dit. Lorsque vous observez la facilité avec laquelle les gens quittent l'UP pour aller au BR, le BR pour aller à l'UP, tel pour aller à tel, où des gens sont élus sur la liste d'un parti politique, mais chemin faisant au sein d'un conseil communal ou d'une municipalité change compte tenu, on a comme l'impression qu'il y a de l'escroquerie politique sur fond de partisanerie. Escroquerie politique sur fond de partisanerie. On peut régler ce problème tout simple. Malheureusement, qu'on n'a plus le temps de faire les bilans chaque fois que nous célébrons la tenue de la conférence nationale. Nous rendons hommage à Monseigneur Isidore de Souza. Heureusement que cette année, ceux qui ont opté pour la négation de la conférence nationale se retrouvent à l'église Notre-Dame au moins pour prier. Reconnaître quand même que Monseigneur, le clergé, les syndicalistes, les étudiants, les élèves ont contribué à l'événement de l'arbre sur lequel ils sont assis aujourd'hui. Il va falloir retourner au consensus,
Aujourd'hui, dans une même famille, les Béninois se regardent en chien de faïence. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant d'exilés, autant d'emprisonnés pour des faits politiques, autant de personnes mises de côté. Politiques? Oui, moi je n'ai pas dit des prisonniers politiques. J'ai parlé de faits politiques. Okay. Parce que lorsqu'on dit 5 ans, c'est 5 ans, et qu'on se retrouve en prison, c'est pour des faits politiques. Il n'y a pas d'infraction commise? Moi, je ne peux pas le dire. Le juge, il est seul face à sa conscience, et seule la postérité le jugera. Donc, ce que moi je dis, et j'insiste dessus, pour le dire, tel que le climat, le paysage politique est, ça ne donne pas envie de faire de la vraie politique. Et nous, au niveau de la presse, lorsque nous nous regardons dans notre miroir, est-ce que nous pouvons être fiers de contribuer à l'évolution de la démocratie? Ou bien nous devons nous condamner, nous blâmer, parce que nous avions tordu le cou à la démocratie, en donnant priorité à la propagande, en muselant nous-mêmes notre métier? Parce que ne nous arrêtons pas seulement aux acquis démocratiques. Il y a la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté économique. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui que tel que la loi sur le partenariat public-privé a été votée expressément, ça donne de l'équité dans l'attribution des marchés publics? Évidemment qu'il y a des DCF du palais de la présidence de la République. Le DCF a été arrêté. Celui qui est chargé du contrôle financier, c'est symptomatique. Mais au moins il est arrêté. J'en viens. Au moins il est arrêté. J'en viens. C'est ce qui est quand même bon sur ce système. Et je le dis, le système partisan tel que voulu par le chef de l'État, premièrement, doit être poursuivi. Mais tel que mené par les courtisans, les coquins et les aventuriers politiques, il va falloir qu'on s'asseye. Qu'on ne fasse plus recours aux propagandistes. Qu'on ne fasse plus recours aux profito-situationnistes. Il y a des sachants dans le pays qui, bien que aimant le beau, le bien, ne sont pas trop attachés au matériel. Tous les Béninois ne veulent pas gagner l'argent de l'État aussi facilement qu'on le constate aujourd'hui. Il y en a encore qui existent. Parce que ceux-là, ils sortent des familles qui sont encore nobles. Et quand ils vont commettre des actes malsains en ville, ils savent que quand ils iront au village, ou le soir, quand ils viendront leurs épouses diront mais non, ma maman a appelé tout à l'heure pour se demander si c'est toi qui vas dire ça. Chez nous, les minants ont dit, tcho, Evi, et au point les bléons. Merci à vous, Médéric François Gongo. Fernando Ressou, certains acteurs politiques critiques estiment que Patrice Talon a bafoué et remis en cause les acquis de la Conférence nationale des forces vives de février 90. Bon, si on parle du principe du multipartisme intégral, vous êtes d'accord avec moi que les gens peuvent dire ça. Mais au même moment, j'ai dit ici qu'il était nécessaire de réformer le système partisan. Mais les résultats qu'on a eus ne sont pas encore, disons, ce qui pourrait nous rassembler tous autour de la même table pour dire nous sommes d'accord, c'est bon. Ce n'est pas encore bon. Et rien n'est dans ce monde-là. On ne peut rien faire et dire c'est parfait. Vous voyez. Donc, qu'on soit de la mouvance présidentielle ou pas, il faut qu'on soit conscient d'une chose. Actuellement, nous devons revoir la situation de notre système partisan, améliorer ce qu'il faut améliorer pour qu'il n'y ait pas l'unanimisme. Je n'appelle pas à l'unanimisme, mais j'appelle toujours au consensus. Au consensus. Merci à vous. Fernando Ressou, Guillaume Atibé, vous avez tout à l'heure la même question, je vais vous poser encore cette fois-ci aussi la même question. Est-ce que vous partagez l'opinion de ceux qui pensent que Patrice Talon a remis en cause les acquis de la conférence nationale? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui lui est reproché? Ou qu'est-ce qui lui est reprochable? Ce qui lui est reproché, je l'ai abordé même sans qu'on soit arrivé à ce niveau. C'est surtout parlant des questions de liberté. C'est à ce niveau qu'il y a des critiques, qu'il y a beaucoup de critiques. Mais, je dis, il faut aller au cas par cas. Et Patrice Talon a un devoir.
il est élu, il faut qu'il exécute un programme. Par rapport aux questions de liberté, non, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. Hein? Il y a eu des hauts et des bas. Donc, on ne peut pas, de façon brute, dire, par exemple, qu'il y a eu trop de recul, hein? Parce qu'il faut avoir vécu ce qui existait. C'est là que je ne suis pas d'accord avec mon ami Médéric. Nous avons vécu sous Kérékou 1. On a vécu sous Kérékou 1. Heureusement que les opposants sont très habiles et ils savent quand il faut détaler pour quitter le pays. On n'a pas connu trop de prisonniers politiques, ou pas, on n'a pas connu tellement de prisonniers politiques, mais on a connu beaucoup d'exilés. Ils sont revenus. Après. Oui, non, mais ils sont revenus pour la plupart avec la conférence nationale. Donc à aux assises. Non. Donc, non, je dis qu'il faut préparer, même s'il doit y avoir assises, je suis d'accord. Hein, à un moment donné, il faut évaluer. Hein, on a tenu la conférence nationale et à 35 ans, on peut aujourd'hui s'asseoir et évaluer. Hein, donc, une évaluation est nécessaire. Même le système partisan qu'on critique, on ne l'a jamais éprouvé. On ne l'a pas éprouvé. Bon, déjà, on trouve, c'est un peu le processus qui a amené à cela, qui est aujourd'hui critiqué. Mais si c'est sur la base d'une évaluation, on ne peut pas évaluer pour dire ce qui est proposé là, c'est mauvais ou pas. Hein? Donc, moi, je pense que, comme vous le dites si bien, bon, il faut appeler vraiment un peu à la compréhension des partis, hein, pour que qui se rencontrent, hein, pour faire évoluer vraiment ce débat-là, hein, que nous n'allions pas aux élections, hein, avec les mêmes critiques et autres là, parce que ça va avoir des répercussions terribles par rapport à l'ambiance, par rapport à la sécurité peut-être et autres. Là. Justement, parlant d'ambiance, vous qui avez vécu depuis même Kérékou 1, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes à moins d'un an des élections générales de 2026, les premières en République du Bénin, ceci conséquemment à la révision constitutionnelle et également aux différentes modifications législatives qui ont été opérées. Mais à ce jour, nous n'avons connaissance d'aucun potentiel candidat aux dites élections. Est-ce que pour vous, cela ne rompt pas avec les traditions acquises en 90? Vous savez, moi, ce que j'admire chez Talon, c'est son sens d'anticipation. On aurait laissé les choses telles comme c'était là, qu'aujourd'hui, on serait en train de vivre toute une autre ambiance. On serait en train de vivre toute une autre ambiance. L'État, dans son fonctionnement, doit être déjà paralysé. C'est la période des affaires, ça. À un an ou un an et demi des élections, on sait un peu comment l'administration fonctionne. Or, avec les dispositions prises ou les déclarations faites par le chef de l'État qui dit ce n'est qu'à 6 mois. Ce n'est qu'à 6 mois qu'on parlera candidat ou bien des trucs comme ça. Bon, moi je pense que ça permet à l'État de fonctionner. Ça ne remet pas en cause le choix des candidats. Les partis politiques ne sont pas interdits de fonctionner. Les partis politiques continuent de mener leurs activités sur le terrain. Donc, honnêtement, moi je pense que ce n'est pas une très mauvaise chose, hein, par rapport à l'affairisme que nous remarquons à un an des élections, comme d'habitude, où l'État est paralysé, où on ne fait plus rien, où on commence déjà pas à dilapider les choses. Non, je crois que maintenant, il y a vraiment un tempo et c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. Médéric François Gongo, il y a de cela quelques mois, le Bénin a connu
une affaire qui a été jugée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Riette, on parle de complot contre l'autorité de l'État. Maître Adenou Mbidji, ancien président de l'Assemblée nationale, a eu à commenter les faits en estimant que ce sont les conséquences de l'exclusion. Nous sommes aujourd'hui à quelques mois de la présidentielle et toujours dans le rang même de ces partis politiques de la mouvance présidentielle, on ne sait encore à quelle sauce on va manger. Alors, Médéric François Legault, dites-nous aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est toujours la gouvernance nationale qui est remise en cause ou c'est le politique qui a un problème de réadaptation? En fait, l'offre politique devrait permettre aux populations, au-delà de la transparence électorale, de choisir un président sur la base d'un contrat social. Lorsqu'on n'a pas une latitude au niveau, une panoplie d'offres politiques, le choix est réduit au choix que celui qui est au pouvoir offre aux populations. Ça fausse la liberté de choix, ça fausse les principes du suffrage universel. En me tenant le jeu comme tel au niveau de la mouvance présidentielle, le chef de l'État est dans sa logique. Vous me suivez, je donnerai le top quand je veux. À l'analyse, il le fait pour maintenir la cohésion. Parce que les deux partis, chemin faisant, vont se vider de leur contenu. Déjà que l'autre avec qui il a des problèmes a des partisans qui lui ont démontré lors de rejet du vote de la recevabilité de la révision de la Constitution qu'il existait. Déjà que ceux-là, ils savent qu'on ne va plus les positionner. Ils vont prendre leur responsabilité. Ou faire chemin seul, ou se mettre sous la coupe d'un parti légalement installé, mais qui n'est pas d'envergure nationale. Ils seront suivis par des maires, ils seront suivis par des administratifs, ils seront suivis par des politiques, ils seront suivis par des membres de la société civile, et par les jeunes, et par les femmes, et par les mouvements organisés. De l'autre côté, nous avions appris qu'au niveau des démocrates, le processus est enclenché. Je dirais, c'est relativement tard, mais mieux vaut tard que jamais. Mais au-delà de l'homme ou des hommes, quelles sont les offres alternatives, les offres politiques alternatives? Aujourd'hui, quoi qu'on dise, le Bénin a subi une métamorphose sur le plan des infrastructures. Si la conférence nationale a décidé que l'on construise plus de routes, que l'on construise plus d'écoles, plus de centres de santé, que l'on engage autant d'enseignants, autant d'agents de santé, sur le tableau de l'évaluation, depuis l'indépendance, le président actuel a crevé le plafond. Nous devons l'honnêteté intellectuelle de le lui reconnaître. Mais est-ce qu'il n'a pas été obligé de casser trop d'œufs pour faire des omelettes au goût différemment apprécié? En mettant en cause le droit de grève, on pouvait édulcorer. La loi sur les embauches, on pouvait limiter pour que la fonction publique béninoise ne soit pas prise en otage par beaucoup d'étrangers qui, bien que gagnant, les salaires sur la base des impôts que nous payons, repartent chez eux ou font repartir les fonds. Le même schéma est pour les PPP, où nous avons plus de 80% des sociétés qui travaillent aujourd'hui, qui sont de droit étranger. Et si je prends l'exemple seulement de la Côte d'Ivoire, où la loi sur les marchés publics oblige les sociétés ivoiriennes à faire la sous-traitance avec 40% de leur PME-PMU, ça veut dire que les nôtres font la sous-traitance. C'est ce qui fait qu'il y a la raréfaction de la liquidité. Pas le fait du chef de l'État, mais le fait que même si on peut nous amener des sociétés qui aient de l'expertise, qui aient du matériel, qui soient de droit étranger, il faut au moins qu'au niveau de la sous-traitance, on permette aux nôtres d'apprendre en faisant et d'avoir le cash qui puisse descendre à la couturière et à la vendeuse d'arachide au coin de la rue. Au niveau des présidentielles à venir, oui, nous courons un grand risque. Lequel? Il y a une psychose de sélection du choix qui perdure au sein de la mouvance présidentielle. Peut-être que le chef de l'État le fait parce qu'il a été habitué au secteur privé. Où lui, il a les yeux rivés sur les résultats. Il peut
bousculer les habitudes préétablies. Il peut faire des mécontents. Mais lorsqu'il a des résultats, comme on nous réalise des ouvrages de bonne facture, de qualité supérieure, où les prescriptions des cahiers de charges sont respectées, j'étais sur le pont de Womé la fois dernière, c'est du propre et c'est du splendide. Mais les droits individuels et collectifs, l'équité au niveau de la justice, vous avez des gens proches de vous. Combien de personnes se disent innocentes et attendent que la justice rende des décisions en leur faveur aujourd'hui, s'ils n'ont pas l'argent ou s'ils n'ont pas quelqu'un au niveau du pouvoir? Combien d'entreprises peuvent concourir aujourd'hui à un marché public, même avec l'appui de la banque, même avec l'expérience, et est sûr de gagner s'il n'a personne proche des partis au pouvoir ou du cercle du chef de l'État? Mais écoutez, les chiffres sont là. Vous voulez réagir tout à l'heure rapidement avant de... Oui, je voulais réagir par rapport à la question du droit de grève, de l'embauche et autres. Les PPP. Oui. Non, c'est-à-dire que dans toute chose, il faut tenir compte de l'origine de la personne à qui vous avez affaire. Le chef de l'État est un employeur. Il est un employeur. Il n'est pas, pour moi, il n'est pas venu improviser des choses, surtout dans ce domaine-là. Il avait une idée, des idées bien précises et qu'il met en application. Par exemple, sur la question du droit de grève, je dis la responsabilité des deux côtés. J'ai toujours dit ça aux collègues. Respectons les tests. En son temps, ça a été dit et suffisamment dit. Parce que j'étais dans une position qui me permettait d'être écouté et par le gouvernement, et par les employeurs, et par les travailleurs. J'étais à l'époque président du Conseil national du dialogue social. On l'a martelé, même on était à la présidence devant le chef de l'État. Et je lui ai dit, en tant que chef de l'État, si on dit par exemple, dans les hôpitaux il y a des morts, les écoles sont fermées, tout ça, un chef d'État peut prendre des mesures conservatoires. Cela veut dire qu'il y a une situation qui prévaut, il y a des dommages liés à cette situation. Vous pouvez prendre des mesures justes pour régler les problèmes dans un délai. Même le BIT, dans ses conventions et autres-là, reconnaît cela aux États. Donc, la question du droit de grève ne peut pas être une question définitive. Parce que le Bénin a ratifié un certain nombre de conventions internationales. Et nos tests nationaux sont inspirés de ces conventions et autres-là. Donc, faire perdurer, disons, ces mesures-là, c'est violer vraiment ces conventions. Non, le chef de l'État, on le lui a dit. Et pour moi, personnellement, je pense que ce sont des mesures, leur maintien jusqu'à présent. Non, il faut un dialogue avec les syndicats, mettre les sujets sur la table et discuter. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire une grève totale dans le secteur de la santé, par exemple. Dans le secteur de l'éducation, c'est relatif. De toute façon, ça dépend. Il y a un certain, la police et autres. Là. Quand moi j'étais secrétaire général, c'est avec moi qu'on a créé un syndicat, la police nationale. La police avait un syndicat. En principe, ils n'ont pas droit. Mais revenir sur ça, par exemple, aujourd'hui, pour dire non, nous garantissons aux travailleurs de la police un certain nombre de choses, mais ils n'ont pas le droit d'avoir un syndicat. Si c'est suivi, il n'y a pas de problème. Les eaux et forêts et autres là, bon, c'est des gens qui quittent le champ. Mais faire perdurer cette mesure-là, 4, 5 ans après, je dis, ce n'est pas juste. Et ça porte beaucoup d'entorses à notre pays. Et donc, il faut... Non, il faut revoir. Il faut revoir les tests. Il faut revoir les tests. Absolument, il faut revoir les tests. Fernando, quelles sont l'une des plus grandes
reproche au système Talon, on dit que Patrice Talon promeut l'exclusion. Partout où il est, il y a l'exclusion. Avant de répondre à votre question, la question du droit de grève, je crois en offre tout à l'heure. Moi, j'ai dit, lorsque la décision a été prise par le chef de l'État d'interdire les grèves dans certains secteurs vitaux, j'ai applaudi. Je le dis, simple accès palustre. J'ai perdu mon fils aîné le 5 mars 1991. Ils ont dit qu'ils sont en grève. Sans service minimum. S'il vous plaît, si les syndicalistes du secteur de la santé maintiennent qu'ils peuvent faire grève sans service minimum dans le secteur de la santé, je supporte le chef de l'État et son successeur qui vont interdire la grève dans ce secteur-là. Parce que il faut que les gens, le syndicalisme ait un visage humain. S'ils sont décidés à ne pas avoir le visage humain, eh bien, qu'on leur applique la rigueur telle que ça se fait actuellement. Et je défendrai cette position partout. Ensuite, vous savez, le chef de l'État, certains peuvent ne pas l'applaudir, mais moi, je l'applaudis parce que ce que l'on appelle indiscipline de groupe, ça nuit au groupe. Ce qu'on appelle l'indiscipline de groupe, ça nuit au groupe. Et c'est la leçon que moi je tire de l'épisode entre les deux amis, Patrice Talon et Olivier Bocor. L'indiscipline de groupe nuit au groupe. Même si individuellement ça nuit aux individus, par ricochet, ça nuit au groupe et il faut qu'on en tire la leçon. Si le chef de l'État n'avait pas maintenu cette rigueur, il l'a dit et on l'a vu. Parfois c'est 2 ans après, quand le chef de l'État fait 2 ans, la 3e année, allez, ça y est. Ça y est. Ce n'est pas normal. Mais au même moment, et que tel que les choses se passent, quel est l'homme qui va prendre la succession du président de la République? La grosse interrogation. On ne voit pas. On ne voit pas actuellement, on ne voit pas et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. On ne voit pas. On ne voit pas. Bien, je ne vois pas. Je maintiens le on. Bon, moi, Fernando, j'aurais pu, mais je ne veux pas m'avancer. Vous êtes aussi souris là. Hein? Donc, Au niveau de la mouvance, oui. On ne voit pas, que ce soit au niveau de la mouvance ou au niveau de l'opposition, on ne voit pas. Les gens n'ont qu'à... L'opposition n'est pas obligée de suivre la discipline de groupe des partis de la mouvance. Ils n'ont qu'à nous sortir 2 ou 3 personnes pour qu'on voit, ah, mais les 3 là, quand ils vont au primaire là, quand... Ils sont valeureux. On peut... Ils sont obligés de nous les présenter. Bon, et jusque-là, c'est comme ça. Et c'est bien que ça laisse libre cours à certains individus qui se proclament candidats de tel parti. Bon, bref, en son temps, on va opiner là-dessus. Vous ne voulez pas d'halogène? Qu'est-ce que vous appelez halogène? Pour moi, il y a des individus qui ne peuvent même pas s'amuser. C'est nous injurier quand même. Hein. Et par rapport à la question que je vous ai posée, Patrice Talon a le grief d'être promoteur de l'exclusion. Chaque fois, son opposition le reproche de tout le temps exclure. Est-ce que vous pensez... Vous voyez, à ce niveau-là, je vais être clair. Nous, Béninois, nous posons des actes qui nous rattrapent. Vous me suivez? C'est ça le problème. Nous posons des actes qui nous rattrapent. Et quand on en arrive là, j'ai du mal personnellement
à intervenir parce que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir. Monsieur Akigbe a dit quelque chose tout à l'heure. Le chef de l'État qui est au pouvoir a besoin d'armes pour atteindre ses objectifs. C'est pour ça que je ne lui en veux pas tel que les choses se sont passées pour que le BR et l'UP se retrouvent seuls au Parlement. Moi, je ne lui en veux pas. À d'autres niveaux, je l'applaudis. Le gars est bon. Et je démontre. Mais, en principe, je ne peux pas venir dire un truc comme ça si une frange s'est retrouvée exclue. Mais si la frange exclue n'a rien à se reprocher. N'a rien à se reprocher. Il y a des choses que vous faites et on vous dit c'est pas bon. Vous végétez dedans. Si vous êtes rattrapé par la patrouille, ne me demandez pas de venir vous disculper. C'est ça, en fait, le problème. Mais, encore une fois, je reviens pour dire que la question du vivre ensemble et du consensus doit guider nos pas. Le Togo à côté a fait conférence nationale. Au cours de la conférence nationale, des gens prenaient le micro et disaient ce qu'ils vont faire au général Yassingbe et Yadema. C'est un homme. Et il avait encore le pouvoir. On a vu ce que les gens ont eu à dire au Niger, au Congo. Ça a donné quoi? Donc, je le rappelle toujours. C'est vrai, je vous disais tout à l'heure, j'étais enseignant à l'Alliance française d'Accra au moment où se tenait la conférence nationale. Mais j'ai tout suivi. Parce que Radio Bénin était capté clairement à Accra. Et M. Akigbe m'a filé comment ça a été possible. Et c'est pour ça que les hommes de l'ombre, les journalistes de l'ORTB de l'époque, il faut qu'on refasse leur liste et que le peuple sache tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre jusqu'à leur ministre qui ne pouvait pas le dire urbi et orbi, mais qui a autorisé des choses. Je dis, autant que celui qui est resté à Cotonou et qui ne pouvait pas aller au PLM à Lédio, que moi qui suis resté à Accra, nous avons suivi la conférence nationale de bout en bout. Merci à vous, Fernando Ressou, pour votre très belle conclusion. Nous sommes pris par le temps. Mais j'ai une question quand même que je voudrais vous poser à tout un chacun. Fernando Ressou, vous allez répondre quand même très brève. Est-ce que pour vous, il y a une antinomie entre démocratie et développement? Vous savez, une démocratie sans développement, personne n'en a besoin. Je dis bien, personne. Pas même les Béninois. Pas même les Béninois. Voilà. Guillaume Attigbe? Absolument, je suis d'accord, très d'accord avec lui. Hein. Je m'accorde avec lui dans ce sens que si le peuple veut de la démocratie, il faut qu'il y ait un aboutissement. S'il ne se sent pas à l'aise, si ces problèmes ne sont pas réglés à travers cette démocratie, que vous l'appelez démocratie ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Médéric François Bongo? Oui, la démocratie peut être de type populaire, elle peut être de type libéral. Mais nous sommes dans une démocratie libérale et il est clair qu'il y a des attenants à la démocratie libérale. La liberté d'expression, la liberté d'entreprise, la liberté d'association. Lorsque on respecte tout ça et qu'on a des élus qui sont démocratiquement, comme on le dit, élus, qui prennent des décisions au nom du peuple, je pense que c'est après en avoir parlé avec le peuple. Donc, ça assure le développement. Parce que le développement, ce n'est pas forcément l'infrastructure. Non, non, non. Mais est-ce que parfois, pour des questions de développement, on ne peut pas agir contre la volonté du peuple pour atteindre les objectifs? Non, nous sommes dans un système où il faut tenir compte de la volonté du peuple. Et c'est le peuple qui donne quitus à quelqu'un. Maintenant, le chef de l'État, si le peuple, il peut utiliser le chef de l'État, pas de vision. Le chef de l'État, chemin faisant, peut utiliser des méthodes qui seront critiquées par ses vis-à-vis et mal comprises par le peuple. L'essentiel, c'est qu'au résultat, qu'on en arrive à savoir que c'était de bonnes mesures. C'est comme un père de famille. Merci. Le père de famille, pour construire une belle maison, Merci. ne doit pas amener ses enfants tous les jours au restaurant.
Il ne doit pas permettre aux chauffeurs d'amener tous les enfants partout en mettant de l'essence et du gaspillage. Il y a des restrictions, mais lorsqu'on a des résultats, comme on a des résultats aujourd'hui, sur beaucoup de plans, nous pouvons dire le chef de l'État a bien fait. Mais souffrez qu'il existe beaucoup d'autres plans, notamment les plans abstraits de liberté individuelle et collective, d'équité dans la justice, d'équité dans les marchés publics, d'équité dans beaucoup de choses qu'on doit revoir. Merci on doit revoir tout à ça. vous, Médéric François Gongo. Merci à Guillaume Atibé. Merci également à Fernando Khessou pour vos différentes analyses et commentaires. Merci à tout chacun. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et belle suite de programmes sur ESAE TV.